Bienvenue à notre midi-conférence. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour venir à notre rencontre, à Dominique Bellavance et à moi-même, Josée Marcotte. Donc, nous sommes deux écrivains d'horreur et nous venons directement du Québec. Presque directement parce qu'on a fait un petit détour par Nantes pour présenter les duos chorus à Nantes, et également on a fait un petit croche par le Festival du livre de Paris pour signer avec notre éditeur avant de venir ici. Donc on est très content d'être là. Merci Simon. Et je voulais juste préciser, si jamais je dis une expression québécoise qui vous dit que dalle, faites ça comme ça avec vos mains et on essaiera de rectifier le tir. Alors, comme José l'a dit, on est des écrivains d'horreur. On est des écrivains aussi multigenres. On a touché à beaucoup de choses avant de faire de l'horreur aujourd'hui. Moi, j'ai commencé en 2005 avec une série qui s'appelle Allegracia, qui était de la fantasy, qu'on dit de la high fantasy, un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Et ensuite, j'ai fait de l'horreur, du policier, de la science-fiction. J'ai une vingtaine de livres et c'est ce que je trouvais difficile au début. J'écrivais dans un genre. Après ça, je changeais complètement en me disant « Ah, mais mes lecteurs vont me suivre. » Mais c'était un défi de toujours recommencer à bâtir son lectorat. J'ai déjà participé à des discussions Facebook Live sur le sujet, là, puis on avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais depuis environ 2018, là, je me spécialise dans l'horreur surtout. Des fois, je fais de la fantasy aussi, mais c'est de la dark fantasy, toujours axé sur l'horreur. Toi aussi, tu as fait quand même plusieurs genres. Hein? Oui, j'ai un parcours multigenre. J'ai débuté en 2010 avec... vous connaissez peut-être l'écrivain français François Bon qui a parti la plateforme Publi.net au courant des années 2000, qui est une plateforme d'œuvres numériques. Lui, il m'avait approché alors que j'avais un blog à l'époque. Donc là, on a transformé mon blog... réaliste humoristique en roman, en œuvre numérique. Puis ensuite, j'ai touché au fantastique, fantasy, roman réaliste également, un peu de poésie, recueil de poésie par-ci par-là. Et puis ensuite, en fait, mon incursion dans l'horreur est quand même assez récente. L'aventure a débuté avec les contes interdits aux éditions ADA à Québec. Dans le fond, dans la province de Québec. Et puis, j'ai publié, là, il y a 2 ans. On a sorti notre premier conte interdit en même temps. Oui, pratiquement en même temps, mais en fait, on va vous le révéler dans la vie, on est un couple, là, on l'a écrit dans le même bureau. Et ce qui était agréable, étant donné qu'on écrivait en même temps dos à dos l'histoire, on les a un petit peu mis dans le même univers. Donc, on peut faire des clins d'œil entre nos deux livres. « Hey, c'est mon personnage, j'ai fait ça. Tu peux le mentionner dans ton livre aussi. » C'est vraiment agréable de créer de cette manière-là. Dans les contes interdits, moi, j'ai fait le conte Baba Yaga, qui n'est pas très connu. C'est pas En fait, c'est un personnage et non un conte en premier, parce que c'est un personnage qui apparaît dans beaucoup, beaucoup de contes. Et quand Simon Rousseau, le directeur de la collection, m'avait approché, il m'avait donné une liste de contes. Et moi, c'est particulier mon entrée dans les contes interdits parce que c'est une collection qui existe depuis 5-6 ans environ. Depuis 2017. 2017, OK. Ben, en 2016 ou 15, Simon est venu me voir dans le salon du livre et « Hey Dominique, ça te tenterait-tu de participer à une collection là, qu'on va appeler les contes 2.0 » ça serait de l'horreur, là. On change des contes en horreur. Simon, écoute, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de projets. Alors, je lui ai dit non. Et écoute, 6 mois plus tard, il revient me voir en salon. Il dit, ça ne tenterait pas, finalement, ça avance le projet. Puis, désolé, Simon, j'ai pas le temps. J'y ai dit non 3 fois. Là, quand j'ai vu que ça avait du succès, j'ai un orgueil aussi, là. J'ai pas été le voir pour lui dire « Ah, finalement, maintenant que ça marche, là. » Non. Mais Simon, plus tard, beaucoup d'années plus tard, alors que j'avais quelques livres chez Ada, il est venu me voir et il dit « Bon, on enterre la hache de guerre, là. » On en fait un. D'accord. Là, il m'a donné une liste de contes à produire et je m'étais donné le défi pour celui-là, parmi la liste qui restait, de faire celui qui était le moins connu. Justement par coup du défi et connaître quelque chose de nouveau. Alors, c'est un peu ça l'origine de pourquoi j'ai choisi ce conte-là précisément. Toi, tu avais La princesse au petit pois. Y a-t-il une raison pour laquelle tu as...
Moi, La princesse au petit pois, c'est différent de Dominique, le processus éditorial. C'est plutôt que j'ai eu un flash un matin en me levant. J'ai eu une idée par rapport à La princesse au petit pois. J'ai espéré que le conte n'était pas déjà pris par un autre auteur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé un synopsis, un résumé de 2 pages avec comment j'allais traiter la nouvelle adaptation du conte. Puis je l'ai soumis à la maison d'édition, au directeur de la collection, Simon. Puis ça a pris quelques mois avant que j'aie le OK pour écrire le livre. Puis à ce moment-là, ben là, je me suis mis à devenir écrivaine à temps plein. Donc là, j'ai laissé tomber mon travail, mon travail premier qui était plutôt en communication, marketing, vente, en numérique au Québec. Puis là, depuis ce temps-là, je suis écrivaine, heureusement, à temps plein. Puis Dominique aussi, toi aussi, tu es écrivain à temps plein. Tu vis de ta plume. Oui, depuis la pandémie. J'écris des livres. Je donne aussi beaucoup de formations pour les auteurs en début de carrière parce que j'ai longtemps décrit ma démarche artistique sur mon blog. Donc, je donne des formations en ligne, je donne des formations en privé, mais de plus en plus, c'est vraiment l'écriture qui remplit mon temps. Et par rapport à ton conte interdit, Josée, elle a l'air de rien, là, mais son conte, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un des pires. En termes de niveau d'horreur, là, c'est dès le premier chapitre, vous savez dans quoi vous vous embarquez dans La princesse au petit pois. Ouais, si vous commencez les contes interdits, souvent on va recommander il y a une gradation dans l'horreur, là, puis je vous recommande pas de commencer par la princesse au petit pois pour les débuts. Puis, oui. Pourquoi tu as choisi d'écrire de l'horreur, tout simplement? Je te dirais pour rejoindre le lectorat, parce que puis aussi par intérêt personnel, parce que j'ai toujours lu de l'horreur, j'ai toujours écouté des films d'horreur. Quand j'étais plus petite, on avait la collection de livres Frisson, qui était distribuée au Québec, et puis qui est dans les pharmacies, dans les librairies, dans les bibliothèques, il y en avait partout. Et puis, moi, je consommais ça à grande bouchée à chaque semaine. Et puis, j'ai toujours été habitée par les histoires d'horreur et tout ça. Donc là, quand j'ai vu une possibilité d'aller justement dans le genre de l'horreur, là, je trouvais que ça résonnait beaucoup en moi. Ouais. Moi, le goût de l'horreur, je pense que j'ai tiré du fait que quand j'étais à l'école secondaire, là, pour vous, école secondaire, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, okay. Après le primaire, secondaire. J'avais des lectures imposées que je trouvais indigestes. Je n'avais pas développé le goût de la lecture pour cette raison-là. Et un jour, je suis tombé sur le livre de l'illustre inconnu Patrick Sénécal, que vous connaissez sans doute, là, c'est l'écrivain le plus populaire au Québec dans le genre de l'horreur. Et j'avais lu Alice, A-L-I-S-S, qui est un peu construit comme un conte interdit, inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, version contemporaine. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur très intense. Et je crois que je veux reproduire cet effet-là que j'ai senti chez moi en écrivant de l'horreur. Moi, je suis un écrivain qui aime beaucoup susciter l'émotion chez mon lectorat. Pas le genre d'émotion, je lance ce livre au livre parce qu'il est pourri. C'est plus la sensation forte, qu'on veut tourner la page, on veut savoir ce qu'il y a après. Et je crois qu'avec l'horreur, c'est plus facile que dans bien d'autres genres. Oui, parce qu'on touche les limites de l'être humain aussi, où on fouille à des endroits particuliers. Ben souvent, en commençant un projet, je vais creuser une thématique en particulier et je me souviens que j'ai travaillé aussi sur une collection d'horreur qui s'appelle « Un roman dont vous êtes la victime », qui est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais version horreur. Et le livre hanté que j'ai écrit, je m'étais vraiment inspiré d'un fait divers en me disant si ça m'arrivait un jour, ce serait la pire chose qui pourrait m'arriver. On va chercher dans ses propres bestioles qui dorment en nous. Je peux vous donner l'exemple. J'avais lu dans un fait divers un couple qui avait été en Amérique, on appelle ça un tout inclus, là, un voyage dans le sud sur une plage où la nourriture et la boisson c'est donné à volonté une fois qu'on a payé au début. Et le couple avec leur fille de 8 ans s'en vont faire un tour de Jeeps au bord de la plage pendant 30 minutes environ. Et à mi-chemin, le conducteur, il enlève la clé du Jeep, il sort. Et là, il y a 5 bandits armés qui arrivent et qui veulent kidnapper l'enfant de 8 ans, des mains des parents. Et le premier choix qu'on a à faire, c'est est-ce qu'on résiste en sachant qu'on n'a pas d'armes? Et là, on meurt dans des souffrances atroces. Ou est-ce qu'on offre son enfant en pâture?
et l'histoire continue. Et là, le côté horreur, j'ai utilisé la forme du livre pour susciter l'horreur parce que le personnage se dit tout au long de l'histoire « Ah, j'aurais dû résister, j'aurais dû. » Mais le lecteur, lui, le sait que ça donne rien. Parce que c'est, à moins d'être un psychopathe, c'est sûr qu'il a choisi de défendre son enfant au début. Donc moi, j'ai continué l'histoire en sous-entendant que c'était le choix initial. Mais là, ça permet de faire de l'horreur différemment dans ce temps-là. Et il fallait que je fasse la projection si ça m'arrivait. Oh mon Dieu! Il faut continuer à vivre avec ça. Ouais. Puis je crois que les romans dont vous êtes la victime, cette collection-là, commence justement à être vendue davantage en France et en Belgique, en Europe, je crois. Là. C'est à choix narratif, comme tu avais mentionné, dont vous êtes le héros, mais dont vous êtes la victime. Donc, on a beaucoup de plaisir à travailler avec le genre, la forme à ce niveau-là. Parce que dans cette collection précise, on peut montrer au lecteur, OK, ça, c'était pas le bon choix, mais ça non plus, il n'y en a pas de bon choix. Tout est foutu. Exactement. Peux-tu nous parler un peu de l'écosystème de l'horreur au Québec? Est-ce qu'il y a des auteurs plus populaires que d'autres? Oui. En fait, pour l'écosystème de l'horreur au Québec, du point de vue des maisons d'édition puis des auteurs populaires, si on regarde du côté jeunesse, on peut voir la popularité de la série Les Anna Caritas de Patrick Isabelle. Nous, au Québec, c'est quelque chose qui pogne beaucoup, là, qui est vraiment ultra populaire dans les salons et aussi dans les écoles et tout ça. Il y a également la collection Frisson, dont je parlais plus tôt, qui a été récupérée par la maison d'édition Héritage, mais qui a pris un virage québécois. Donc, depuis 2015, auparavant, c'était R.L. Stein, puis des écrivains américains et étrangers qui étaient dans cette collection-là, lorsque j'étais plus petite. Mais depuis 2015, la collection Frisson se concentre seulement sur des auteurs québécois. Donc là, tous les titres qui sortent depuis 2015, c'est entièrement produit au Québec. Puis ça marche vraiment, vraiment beaucoup d'un point de vue horreur jeunesse au Québec. Sinon, il y a la collection Noire aussi, publiée par La Courte Échelle, qui, elle, a pris une tangente illustrée, qui a également une sorte de gradation dans l'horreur pour les jeunes. Si je ne me trompe pas, c'est comme des lunes. Oui, il y a un code de lune sur l'épine. Alors, si le livre est une lune, OK, c'est soft. Et si c'est 3 lunes, attache ta tuque. C'est ça. Puis il y a aussi, chez ADA, il y a une collection jeunesse qui vient de sortir également, qui décolle vraiment bien, qui n'est pas arrivée encore en Europe, là, mais ça s'appelle « Les légendes terrifiantes d'ici ». C'est adapté pour un public jeunesse. Et puis, il y a 4 auteurs qui sont dans cette première vague de romans jeunesse-là. C'est présenté par Brian Perrault, que vous connaissez peut-être comme auteur, qui a fait Amos d'Aragon et qui est dans le collectif. Donc, c'est un nouveau collectif jeunesse qui est sorti chez ADA. Et il y a Joanne Dallaire qui est dans ce collectif. Il y a Louis-Pierre Sicard et Dominique Bellavance. Donc, Dominique, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de cette nouvelle collection, Les légendes terrifiantes d'ici? Oui. C'est parrainé par Brian Perrault, comme tu l'as dit. Brian Perrault, au Québec, il est considéré un petit peu comme un des seuls loup-garologues qui... C'est vrai, il a vraiment une connaissance très approfondie dans toutes les légendes des loups-garous. Et il a publié, il y a quelques années aussi, des guides illustrés des légendes du Québec. Alors, il montrait les principales légendes et c'était avec tout accompagné de belles illustrations. Et on découvre plein d'histoires locales. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a développé les légendes terrifiantes d'ici, parce que le Québec, c'est un territoire notre histoire est quand même assez récente, là, depuis la colonisation. Et dans la génération de mon arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père, c'était des gens qui habitaient dans les grandes villes. Ils allaient 6 mois dans le nord pour, on dit bûcher du bois, faire des rondins. Et ils revenaient une fois ou 6 mois pour faire des bébés. Ouais. Et ils repartaient. Alors, c'était quoi l'économie dans ce temps-là? C'était le bois et les histoires. Le seul divertissement qu'il y avait, il n'y avait pas le télé au câble. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de TikTok. C'est ça, il n'y avait rien. Il y avait le cook, avec manger, histoire et travailler.
Et il y avait des gens qui étaient payés juste pour faire le tour des camps de bois pour raconter des histoires. Donc, des conteux. Oui, on appelle ça des conteux. Et c'est des gens très expressifs. Si vous connaissez Fred Pellerin, par exemple, je sais que des fois, il vient faire un tour en Europe, c'est un traditionnel conteux. Et donc, ces conteux-là ont récupéré beaucoup d'histoires, de légendes qui existaient, mais en ont inventé quand même plusieurs aussi. Alors, dans les légendes terrifiantes, les auteurs vont s'approprier un des contes traditionnels du Québec et faire un petit peu la même démarche qu'avec les contes interdits, sauf évidemment en jeunesse. Là. Jeunesse 13 ans et plus. Jeunesse 13 ans et plus, faut le préciser. Là. Adolescent. Ouais. Moi, après, j'ai choisi de faire Les Sorciers de la Beauce parce que dans la région d'où je viens, au sud du Québec, il y a beaucoup d'histoires sur les gens qui... On appelle ça des romancheurs. Quand tu as un as de déplacé, là, ils t'arrangent ça. Il y en a qui pensaient que c'était des sorciers là, qui faisaient des choses occultes dans leur sous-sol. Alors j'ai pensé à des sociétés secrètes et j'ai été chercher la légende. Puis ça, je l'ai pris du livre de Brian Perrault, justement. C'est quand on fait un rituel et on met un paquet de cartes, des cartes à jouer, là, en dessous de l'autel, quand le curé fait son sermon durant l'église. Et après ça, on va le récupérer, et les cartes deviennent enchantées. Et là, on peut faire des vœux avec. Avec le pic, on peut faire des vœux de vengeance. Avec le cœur, des vœux d'amour. Le carreau, des vœux d'autorité, et ainsi de suite. Et là, il y a des jeunes qui trouvent un vieux grimoire, avec des cartes coincées à l'intérieur. Et les cartes sont encore enchantées. Et ils commencent à faire des vœux avec. Et évidemment, il y a des gens mal intentionnés qui apprennent la chose et qui veulent prendre possession de ces cartes-là. La province foisonne de légendes, et ce que j'aime bien, c'est que, contrairement aux contes interdits où les légendes ont souvent été popularisées par Disney, et les légendes du Québec, souvent, ne sont pas connues. Pas du tout. Quand j'ai lu le livre de Le Petit Cœur, Les squelettes du lac des tombeaux, j'ai comme fait « Quel lac? » Oui, c'est ça. Je savais pas, là. Oui, puis Joanne Dallaire a pris la légende terrifiante les sirènes du Golfe. Donc, il y aurait des sirènes dans le Golfe du Saint-Laurent. Et puis, Brian, lui, Le trou du diable. Le trou du diable. Oui, donc c'est intéressant de voir le côté, de reprendre des légendes d'ici, mais adaptées pour des romans pour adolescents. Et du côté de l'adulte au Québec, est-ce qu'il y a des piliers je pense que tout à l'heure, on a parlé de Patrick Sénécal. J'imagine qu'ici aussi, il doit être assez populaire en Europe. Tout ce qui est horreur, les romans d'adultes, Alice, Elle.com, Le Vide, ceux de là-bas aussi. Il y a eu Flo. Puis son dernier, il s'appelle Civilisé. Il vient de sortir au Québec la semaine dernière, qui a l'air excellent d'ailleurs. Donc, ce serait le pionnier de l'horreur au Québec, Patrick Sénécal, dès la fin des années 90 ou 90. Ouais. De la fin des années 90 au Québec. Je pense que c'est le premier qui a eu vraiment... c'est pas le premier qui l'a écrit, mais qui a eu un succès très, très, très déferlant. Là. Ça a été... il y a un avant et un après. Oui, un avant et après Patrick Sénécal. Puis, il est publié par la maison d'édition À Lire, qui est vraiment la maison d'édition pionnière dans le genre de l'horreur au Québec. À Lire a peut-être, je ne crois pas que le mot monopole soit le bon mot, mais À Lire était le chef de file dans le genre de l'horreur et de l'imaginaire au Québec pendant un certain temps. Ensuite, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont entrés dans l'écosystème éditorial au Québec. Il y a, par exemple, la maison d'édition de Mortagne qui a publié un collectif qui s'appelle Cobaye, où il y a plusieurs auteurs qui, justement, là, ont travaillé dans ce collectif-là. Puis ça a eu un gros succès là, depuis une dizaine d'années, là, la série Cobaye. Ça marche encore aujourd'hui. Et Cobaye, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont un petit peu lancé le phénomène des collectifs au Québec, parce que dans l'horreur, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les collectifs. Plusieurs auteurs qui vont se joindre à un même projet. Et l'idée derrière Cobaye, je trouve toujours que c'est une excellente idée. Là. C'est une compagnie pharmaceutique qui développe un médicament spécial là, pour... on ne sait pas trop pour qui. Et il y a des cobayes qui sont engagés pour tester ces médicaments-là. Et évidemment, c'est une collection d'horreur. Donc, les effets secondaires sont très pervers. Et chaque livre montre l'histoire d'un des cobayes.
mais qui a été à la même compagnie pharmaceutique. Donc, il a fallu que les auteurs ils se coordonnent un petit peu. Il a fallu par exemple, pour décrire le docteur qui administre le médicament, il fallait que ça soit la même description dans tous les livres. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque livre, évidemment, ça présente la victime, le cobaye. Si on présente les livres debout, sur les épines, on voit les lettres C-O-B-A-Y-E-S. Et chaque nom de la personne commence par cette lettre-là. Donc, le S, c'est Sarah. C'est le seul nom, je me souviens. Là. Mais il reste qu'en librairie, c'est beau, car ils les agencent toujours avec les lettres en ordre, évidemment. Là. Et ça donne envie de « Ah, je les veux tous! » Et c'est ça l'effet de collection. Quand on a un collectif, justement, il y a le côté collectif, on veut les avoir tous, mais ça permet aux lecteurs de découvrir beaucoup d'auteurs qu'ils n'auraient peut-être jamais lus auparavant. Si, par exemple... quelqu'un connaissait F. Patnaud qui a participé à Cobaye. Bon, il va lire ce livre-là. Ah, j'aime ça, mais je vais aller lire Carl Rochelot, par exemple. C'est très bon pour les maisons d'édition dans l'écosystème du livre au Québec parce que justement, ça permet de faire connaître des auteurs vers qui les gens n'auraient pas été normalement. Là. Oui, donc c'est pas tant des... À part Patrick Sénécal, c'est pas tant des vedettes individuelles d'écrivains d'horreur qu'un effet collectif, souvent même dans le jeunesse aussi. Donc, dans l'adulte, c'est beaucoup ça, mais dans le jeunesse aussi, avec les collections frissons, les collections noires et tout ça. Donc, c'est plus un effet de collectif plutôt que des vedettes individuelles. Hey, veux-tu nous parler un petit peu du début des Contes interdits? Tantôt, tu disais que ça avait commencé en 2017. Oui. En fait, en 2017, je crois que c'est en 2016 que Simon Rousseau a présenté une nouvelle idée à certains auteurs qui ont dit non. À certains auteurs qui ont dit non. Et il a présenté cette idée-là au groupe ADA. Et puis, en fait, lui, il avait parti... c'est un jeu... Je vais trouver le nom. Là, il s'est inspiré d'un jeu vidéo qui s'appelle The Wolf Among Us. Je ne sais pas si vous connaissez, où justement, il y avait comme toutes sortes de créatures mythologiques et tout ça qui étaient présentes dans le jeu vidéo. Puis là, il y a eu un flash. Puis là, il s'est dit, hey, mais on pourrait reprendre chacun un conte de notre enfance, le revisiter, le remettre à la sauce contemporaine, faire une réécriture de ce conte-là, mais version horreur adulte, là, vraiment 18 ans et plus. Et puis là, à ce moment-là, il y était quelques auteurs qui ont démarré la collection. À cette époque-là, il y a eu Yvan Godbout avec Hansel et Gretel. Il y a eu Christian Boivin avec Les Trois Petits Cochons. Simon Rousseau, lui-même le directeur de la collection avec Peter Pan. Et Louis-Pierre Sicard avec Blanche-Neige. Donc, c'est vraiment les 4 premiers qui ont démarré la collection. Et Simon, il m'a dit cette semaine qu'à l'origine, il voulait faire seulement 2 vagues. Donc, ces 4 auteurs-là, 3 autres livres, et fini après. Oui, c'était supposé se terminer après ça. Sauf qu'évidemment, avoir l'engouement que les gens les ont lus, ça... Oui, puis c'est devenu un véritable phénomène depuis l'apparition des premiers contes. Dans le fond, jusqu'à présent, il y a 37 contes interdits qui sont sortis. Il y a 14 dans l'univers. Dans l'univers, c'est une autre collection à côté des contes qui se jumelle bien avec les contes. En tant qu'écrivain, on prend un personnage qui est présent dans le conte, qu'on a envie d'explorer davantage pour poursuivre l'histoire. Par exemple, moi, j'avais pris Alcide, qui se retrouve, un personnage qui se retrouve dans La Princesse au Petit Pois. Donc là, j'ai raconté sa vie, son histoire dans Alcide le Bourreau, puis il est sorti la semaine passée là, en Europe. Donc là, il est nouvellement disponible. Donc il y a 2 collections. Il y a les contes interdits, mais également dans l'univers des contes interdits qui est disponible. Et puis, depuis 2017, là, les éditions ADA ont franchi le million d'exemplaires vendus. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Là. C'est devenu un phénomène. Depuis 2021, les contes interdits sont disponibles par les éditions Trédaniel, en fait, les éditions Contredire, en France et en Belgique et en Europe. Et puis, en fait, les éditions Trédaniel qui étaient déjà avec
des éditions ADA pour la croissance personnelle, parce qu'il faut mentionner que Éditions ADA, au départ, c'est plutôt une maison d'édition de croissance personnelle. Les ont suivis dans le trip là, de romans d'horreur et tout ça. Ça a été une belle gageure. Puis depuis ce temps-là, Édition Contredire, avec la famille Trédaniel, poursuit avec la popularité des contes interdits. Et pour ceux qui voudraient savoir, ADA, j'ai appris ce que ça voulait dire. Ouais. Ça veut dire l'art de s'apprivoiser. Étant donné justement que c'était beaucoup de croissance personnelle au départ, en fait, uniquement ça a commencé avec ça. Et c'était l'emblème de cette collection-là. Oui, puis en 2017, quand il y a eu le virage des contes interdits, ce qui s'est passé, c'est que François Doucet, qui est le propriétaire des éditions ADA, du groupe ADA, a légué la maison d'édition à ses 3 fils. Et puis, c'est ces 3 fils qui, en 2016 environ, ont décidé de véritablement investir le créneau de l'horreur au Québec. Puis c'est là que ça a vraiment décollé, là, que le genre de l'horreur, depuis 2017, n'est plus marginal au Québec. A tellement pris d'ampleur, pris de place. Parce qu'auparavant, c'est ça, au Québec, c'était surtout dominé par à lire, un petit peu de Mortagne. C'était plutôt marginal avant l'arrivée des contes interdits. Et un autre saut qu'ils ont fait aussi, c'est que quand ça a été légué aux 3 fils, à l'origine, ils publiaient beaucoup de traductions américaines, un peu comme Divergence, par exemple. On pouvait voir cette collection-là, cette série-là, chez ADA, mais depuis que c'est passé aux 3 fils, la maison d'édition ne se consacre qu'aux Québécois. Il n'y a pas vraiment autre chose. Il n'y a plus de traduction là, depuis que la passation au fils s'est fait. Dans le fond, c'est Samuel Thierry et Nicolas. Nicolas, c'est ça. Oui, Nicolas qui est le directeur général. Parlant de l'horreur au Québec, as-tu quelques chiffres pour nous, pour montrer un peu comment ça fonctionne? Oui. Justement, c'est ça qui est intéressant. Là. Quand on regarde, moi j'ai fait des recherches auprès de la BTLF, et puis on a vu que depuis 2016, l'horreur s'est valorisée de près de 300% au Québec depuis 2016, ce qui est énorme pour un petit marché comme le Québec, en fait. Là. Donc, puis ces éditeurs-là dominent à 96% du marché de l'horreur. Donc, il y a seulement 4% qui viendraient de l'étranger en ce qui a trait au genre de l'horreur. Si on compare, par exemple, avec le roman policier. Le roman policier, si je regarde les chiffres, c'est 75% qui vient de l'étranger pour le roman policier et seulement 25% qui vient d'éditeurs québécois. Donc, de dominer à 96% le marché au Québec pour l'horreur, c'est vraiment immense. Et je pense que les statistiques ne tiennent pas compte des auto-édités. Oui, les statistiques de la BTLF, qui est une instance, ne tiennent pas compte, par contre, des auto-édités. Les auto-édités, ils prennent quand même une bonne place dans le portrait global de l'horreur au Québec. On en connaît certains, là. Il y a Éric Quesnel, Audrey Chevalier, Julie Nadeau, il y a tout un bassin d'écoute. J'ai demandé les chiffres à Amazon, ils m'ont dit non. Mais puis quand on regarde les chiffres, mais dans le fond, ADA, ça serait le plus gros joueur avec les comptes interdits qui auraient créé cette vague-là, cet engouement-là, cette majoration de 300%-là de l'horreur au Québec. Quand on regarde le top 15 en 2023, des livres de l'imaginaire les plus vendus, là, j'ai le graphique des meilleures ventes ici devant moi, là. Dans le fond, dans les titres de l'imaginaire, il y a 6 contes interdits qui se retrouvent sur 15 romans. Donc, dans les genres de l'imaginaire, on retrouve le policier, on retrouve la littérature sentimentale, on retrouve la science-fiction, on retrouve tous les genres de l'imaginaire. Mais La Bête du Gévaudan se retrouve en 2e place, La Légende de Sleepy Hollow en 3e, Le Bonhomme 7 heures en 4e, Le Roi Grenouille en 5e. Donc, puis
12e, on a La Belle et la Bête et 15e, Casse-Noisette. Donc, ça, ce sont tous des contes interdits qui se retrouvent dans le top 15. Le numéro 1, c'est Outlander, sans surprise, Outlander de Diana Gabaldon. Et donc là, on voit que dans la littérature de l'imaginaire, le genre de l'horreur prend énormément de place dans le top 15. Et c'est sûr que j'ai pas d'études scientifiques là-dedans, mais il y a quand même des hypothèses qu'on peut tirer. Pourquoi tout d'un coup l'horreur s'est mise à s'envoler comme ça? Moi, je suis convaincu que c'est à cause de la pandémie. Depuis qu'il y a eu la pandémie, il y a beaucoup de cercles artistiques qui ont été affectés durement, notamment le théâtre et tous les arts de la scène. Mais les gens, comme ils étaient prisonniers de leur maison, en tout cas au Québec, on a eu du confinement assez intense, qu'est-ce qu'il restait à faire? Écouter la télé et lire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont découverts une passion pour la lecture et il y a des communautés qui se sont formées en ligne pour briser l'isolement. Et là, on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui lisaient de l'horreur en s'imaginant « Je suis le seul psychopathe à lire ça. » Mais non! Il y a beaucoup d'amis qui lisent aussi de l'horreur. Et les gens se sont retrouvés en ligne sur les groupes Facebook et ont formé le fameux groupe Les lecteurs de romans noirs horreur, qui au départ, c'était quelques centaines de personnes et aujourd'hui, c'est rendu 31 000 membres. Oui, j'ai regardé les chiffres il y a 2 semaines, puis c'est rendu à 31 000 membres, alors qu'au début de la pandémie, en 2019, il était seulement 5 000. Ouais. Donc, il y a eu vraiment une communauté qui s'est formée sur Facebook, puis des nouveaux lecteurs, en fait, parce que c'est ça, comme tu le mentionnes, il y avait très peu de choses à faire en confinement, à part la télé, l'Internet, les jeux vidéo. Donc là, peut-être que la littérature en est sortie gagnante un peu de la pandémie, là, mais dans un contexte de pandémie, lire de l'horreur, je ne sais pas s'il y avait un petit côté cathartique à ça, mais je connais des personnes qui n'avaient jamais lu d'horreur auparavant, puis que là, ils se retrouvaient enfermés à la maison. Puis que là, ils ont plongé dans des romans d'horreur alors qu'auparavant, ils n'avaient jamais touché à ça. Là, j'ai un bon exemple à compter. C'est dans le groupe d'horreur, au début, on faisait beaucoup il en fait encore, là, des Facebook Live, des entrevues avec des auteurs pour justement parler de la démarche artistique, de qu'est-ce qui t'inspire dans tes écritures. Et j'avais un Facebook Live de programmé et ma mère voulait le voir. Alors, j'ai dit à ma mère, ouais, OK, si tu veux le voir, il faut que tu sois membre du groupe. Parce que si t'es pas membre du groupe, c'est diffusé seulement à l'intérieur. OK. Elle s'abonne au groupe. Et elle écoute mon Facebook Live. Sauf qu'elle a oublié de se désabonner après. Donc, à chaque jour, elle voyait passer des livres d'horreur. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Et elle a été influencée un petit peu par ça. Et je suis retourné la voir en Beauce quelques semaines plus tard. Et là, j'ai vu une pile de contes interdits sur la table. J'ai dit, c'est ton genre de lecture, ça? Et oui, elle a vraiment aimé ça. Et là, je voyais le livre à José aussi sur la table. Ah, OK, t'as vraiment lu le livre de ta bru, là. Oui, donc j'ai vu de mes yeux le processus de quelqu'un qui lisait très peu des romans et qui est devenu carrément un maniaque, là. Oh oui, tout ce qui sort, elle le lit, là, et elle a influencé sa sœur et sa sœur qui en parle à d'autres. Ça a fait un peu un effet boule de neige et je m'imagine facilement que ça a fait ça pour plein d'autres personnes aussi. Au Québec, justement, tout ça a démarré au confinement, ce fameux groupe Facebook-là. Et je me souviens, on organisait les événements c'était juste après la pandémie, quand les salons du livre n'étaient pas encore recommencés, on se créait ce qu'on appelait des salons clandestins. C'est comme des mini-salons du livre qu'on faisait dans des cabanes à sucre. Vous savez c'est quoi une cabane à sucre? OK. Ben, au Québec, on a des forêts composées... il y a quelques forêts qui ont des érables à sucre. Et pour faire du sirop d'érable, il faut relier tous les arbres avec des tuyaux. Et au printemps, ça amène de la sève, on la fait bouillir et ça donne du sirop d'érable. On ne fait pas que du sirop d'érable au Québec, mais c'est une des choses qu'on fait très bien. Et pour faire bouillir l'eau d'érable, ça prend un bâtiment. Et souvent, les bâtiments, durant le printemps, sont composés pour accueillir des groupes de personnes qui viennent faire des brunchs, des déjeuners, des dîners. Ça fait qu'il y a des salles de libre, souvent durant l'été, parce que personne ne va dans ces cabanes-là. On louait des cabanes à sucre. On disait aux lecteurs, hey, on est une vingtaine d'auteurs qui se rassemblent là, on va avoir des livres à vendre. Venez nous voir. Et j'avais publié mon premier conte interdit, où je l'avais... Le premier salon, est-ce que je l'avais? Non, je crois que tu l'avais. Non, je l'avais pas encore. Tu avais Le Silence des 7 nuits. Oui, j'avais Le Silence des 7 nuits. En tout cas, j'avais quelques livres d'horreur et José m'accompagnait.
Et là, on s'attendait à ce qu'il y ait, je sais pas moi, 30 personnes, 40 personnes. Pendant 3 heures, tout ce que José a fait, c'est gérer la file d'attente. Quel livre on prépare? Et les ventes, ça a été dans les 4 chiffres durant cette seule journée-là. Il y a eu beaucoup de salons clandestins. Et encore une fois, c'est un autre événement qui a pu réunir des lecteurs d'horreur. Parce que je ne sais pas, vous, de votre côté, le confinement, si les festivals du livre, si les salons du livre étaient fermés, mais nous, ils étaient fermés. Donc, tout était fermé, là, les salons de coiffure, tout. Donc là, de se retrouver en plein air pour rencontrer des lecteurs, faire une sortie extérieure, c'était très précieux pour tout le monde, je pense. Il y a eu d'autres phénomènes qui ont été créés dans la même veine. Il y a un de mes collègues qui s'appelle Guillaume Morissette, et lui, il écrit du policier. Il avait organisé un lancement juste avant la pandémie. Un lancement à Trois-Rivières. Les gens achetaient leurs livres à l'avance et venaient les récupérer au lancement. Mais là, confinement. Il y a eu la pandémie. Tous les regroupements ont été interdits. Donc, Guillaume était là. Ouais, mais les gens ont acheté le livre déjà. Là. Fait qu'il a écrit à tout le monde, demandé leur adresse. Et il a été livré les livres, un par un, à leur domicile. Mais là, en faisant ça, il y a eu une idée. Il a dit, et si je faisais ça à la grandeur du Québec? Je pourrais prendre les commandes des gens dans les 50 plus grandes villes. Et après ça, je me garde 11 jours et je fais toutes les villes au complet. Et il a fait une première année et ça a été un succès fulgurant. Et il a appelé ça la caravane littéraire. Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait, mettons, lui et son copilote. Il y avait 2 autres auteurs qui étaient les auteurs en vedette et les gens pouvaient acheter les livres de ces 4 auteurs-là. Et il y avait plusieurs auteurs invités à chaque point d'arrêt. Donc, au point d'arrêt de Québec, il y avait peut-être une dizaine d'auteurs de Québec. Et les gens pouvaient commander leurs livres et les récupérer au point de vente. Et plusieurs auteurs d'horreur, il faut le rappeler. Oui, c'est ça. C'est caravane littéraire. C'est beaucoup axé sur l'horreur. Je sais qu'à un moment donné, il y a des auteurs de d'autres genres qui sont venus et ils vendaient zéro. Là. C'était vraiment des lecteurs d'horreur qui se présentaient. C'était un phénomène que je considère un peu lié aux policiers horreur aussi. Oui. Oui, OK. Après ça, là, on parle de lecteurs. Quand on parle d'écriture sur l'horreur, parce que tu as écrit quelques romans d'horreur, c'est quoi les défis par rapport à écrire un roman littéraire, par exemple? Je dis pas que l'horreur, c'est pas littéraire. Là. C'est pas ça qu'on dit. C'est ça. Donc, en fait, dans les plus grands défis de l'horreur, parce que ce qu'on veut, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est de susciter des réactions, c'est de faire vivre des émotions. Souvent, c'est dans les méthodes pour y parvenir. Donc là, c'est de ne pas être redondant dans les scènes d'horreur. Le côté redondant, c'est comment se renouveler. Là c'est un défi constant. Ça prend de la créativité un peu bizarre. Oui. Pour faire ça. Ça prend de la recherche. Je l'ai torturé de manière A. Là, il faudrait que je trouve une manière. C'est ça, c'est un peu comme. On comparait ça un peu on a eu une expérience d'écrire un genre de roman totalement différent il y a quelques mois, de la romance érotique. Ouais. Et quand on écrit de la romance érotique, évidemment, il y a des scènes qui reviennent, c'est des scènes chaudes, mais c'est déjà un défi dans ces scènes-là d'être original parce que c'est. Comment on fait, mettons, si on en présente 5 dans notre livre pour faire 5 scènes différentes? Mais dans l'horreur, c'est un peu la même chose. Si on rend le gore banal dans notre livre, les gens ne trouveront pas ça horrifiant. Donc, de quelle manière je pourrais me renouveler pour créer un effet de surprise, pour créer du dégoût, on va le dire, là, on est dans l'horreur. Là. C'est tout un défi de le faire au sein d'un même livre, et c'est tout autant un défi de le faire d'un livre à l'autre. Car même si j'ai écrit telle scène dans le livre A, je ne veux pas faire la même chose dans le livre B. Il faut que je trouve une nouvelle manière de présenter l'horreur. Donc, peut-être que le A va être physique, dégueulasse visuel. Peut-être le 2 va être plus psychologique parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'horreur. On peut faire de l'horreur directe, où on voit la créature, ou on peut faire de l'horreur un peu plus fantastique, où c'est l'ombre de la créature qui fait peur beaucoup plus que la créature elle-même. Oui. Donc, c'est d'être créatif dans cette façon d'interpeller le lecteur. On essaie toujours de faire primer l'histoire en premier, mais évidemment, c'est quand on vend un gâteau au chocolat, il faut qu'il y ait du cacao dedans. Là. Sinon, ça ne marche pas. Là. Et quand tu écris, est-ce que tu fais appel à la censure ou tu y vas...
Parce que t'as la princesse au petit pois, là, Oui. c'était pas beaucoup censuré, là. J'aime croire que la littérature est un espace de liberté totale. Donc, je pense quand même à la censure dans l'horreur lorsque ça implique des violences infantiles, lorsque c'est relié aux enfants. Donc là, c'est vraiment plutôt dans cette perspective-là. Mais sinon, j'essaie vraiment de lâcher la bride, puis de laisser aller l'imagination, puis lorsque c'est toujours relié à l'histoire principale, au thème principal, mais de voir ça comme un immense terrain de jeu, un immense terrain de liberté. Puis c'est ça le plaisir de l'écrivain, on va le chercher à cet endroit-là. La censure, je vois ça comme un outil. Parce que des fois, j'écris, et là, je me pose la question, OK, est-ce que je vais trop loin avec ça? Et quand je me dis ça, je me dis, oh, c'est une belle porte d'entrée. Parce que c'est ça, l'horreur. L'horreur, c'est de dépasser nos limites, c'est d'aller dans l'interdit, dans un sens, là. Et justement, quand on reste dans la limite du légal, évidemment, là, mais quand je me pose la question, est-ce que je vais trop loin? La réponse est toujours non. Il faut exploiter ce thème-là parce que dès que ça me choque moi-même, c'est parce que ça va chercher quelque chose qui va un peu aller picosser mes valeurs, là. Et quand les valeurs des lecteurs sont brassées un petit peu, ben c'est là que l'horreur commence à agir et que c'est intéressant où aller, là. Ouais, on veut être ébranlé, même en tant que créateur, on veut nous-mêmes être ébranlés, on veut vivre des émotions, donc c'est de ne pas c'est d'aller dans l'interdit. C'est pas pour rien que les contes s'appellent les contes interdits aussi. Ben, je pense encore à Hanté, quand je vous ai dit tantôt, là, l'histoire de la Jeep, là. Moi, je voulais explorer la thématique du deuil. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai pas vécu d'immense deuil qui déchire en deux, là. Alors, je pouvais un peu explorer la thématique par l'écriture. Et c'est un peu ce que je trouve intéressant dans l'acte de créer un roman. C'est on vit des choses par l'imaginaire, des choses qu'on ne voudrait pas vivre en temps normal. On l'espère. Et c'est là-dedans que je trouve mon plaisir à écrire de l'horreur, justement, c'est de pouvoir vivre des choses très, très intenses en les créant au fur et à mesure. Et je me dis, si je peux faire vivre ces choses-là par le lecteur sans qu'ils vivent eux-mêmes, parce que c'est là l'intérêt de la littérature, là, justement, c'est d'apprendre sans courir le risque. Oui. Bon, je ne commencerai pas ma théorie sur les hommes préhistoriques, là, pourquoi c'était plus facile d'apprendre à chasser le mammouth quand c'était le chasseur qui le raconte autour du feu de la manière qu'il l'a fait que d'apprendre et de se faire piétiner, là. C'est pour ça que les histoires, ça fait partie de notre évolution en tant qu'humain. Ouais. Vivre par procuration. Exact. Sinon, tu qu'on parle un petit peu du livre qu'on a écrit à quatre mains, parce que c'est quelque chose qu'on voulait beaucoup essayer, étant donné qu'on a déjà écrit un livre dos à dos. Est-ce que c'est possible d'en écrire un face à face? Eh bien, la réponse est heureusement oui. Moi, c'est un de mes rêves depuis longtemps d'écrire un roman en collaboration avec quelqu'un. Et j'avais une idée pour écrire un roman dont vous êtes la victime. En fait, je voulais comme transformer la comptine Au clair de la lune en histoire moderne, un peu comme à la même façon des contes interdits. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que, c'est beaucoup de références sexuelles avec Au clair de la lune, parce que prête-moi ta plume, ça peut être beaucoup de choses. Et l'idée que j'ai eue, c'était un acteur porno qui... inquiétez-vous pas, c'est de l'horreur, là. C'est un acteur porno, et durant son tournage, il a un problème érectile. Et il est dans la salle de bain, la salle des toilettes. La caméraman est dehors et il faut que ça continue, là. Mais là, notre génie, il s'appelle Arlequin, il dit pour pas perdre mon emploi, je vais aller voir mon frère jumeau qui s'appelle Pierrot et qui est prof d'astronomie à l'université. Et bon, je vais lui bleacher les cheveux, je vais faire tout le travail. Il va venir me remplacer sur le plateau de tournage. Il va te prêter ta plume. C'est ça. Alors, la prémisse, c'était ça. Et comme durant l'histoire, on a au début la situation initiale avec Arlequin, et à un certain moment, on veut raconter l'histoire d'Arlequin, qui s'en va dans les méandres du système médical québécois, qui va pas très bien. C'est de l'horreur. Ouais. C'est de l'horreur. Et de l'autre côté, on a Pierrot, prof sans histoire, qui se retrouve sur un plateau de tournage de porno. Alors là, c'était facile de faire une histoire à quatre mains comme ça parce qu'on s'est chacun donné un personnage. Ouais. Alors moi, j'ai raconté l'histoire d'Arlequin
Et José a pris Pierrot. On fait nos histoires en parallèle. Parce que c'est le roman à choix multiples aussi. C'est dans un roman dont vous êtes la victime, donc c'est plus facile de se séparer des embranchements, de se séparer des chapitres. Oui. Et à la fin, ce qui est particulier, c'est que le roman, dans certaines branches, va se rejoindre et les personnages sont ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ces moments-là? On a pris nos ordinateurs côte à côte sur la table et on avait, vous savez, Google Docs, là, où on peut être plusieurs à écrire dans un document et celui qui avait l'inspiration faisait la prochaine phrase. Tout le temps. Ouais. Et dans la partie de José, quand Arlequin faisait une apparence, moi, je relisais son texte et je changeais les répliques pour que ça soit fidèle à ce que j'ai fait de mon côté pour Arlequin et vice-versa aussi. Oui. Donc, oui, c'est possible d'écrire de l'horreur à deux. Parce que, bon, Arlequin avait des dettes de drogue et son frère ne le savait pas. Il se fait courir par la pègre. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui arrivent dans le livre. Mais oui, on a eu beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. Avec Au clair de la lune, dans le fond, on a repris la Commedia dell'arte. On a ramené des personnages comme Pantalon, Colombine, qui est une actrice porno. C'est beaucoup d'humour noir. On a eu beaucoup de plaisir à investir l'humour noir dans cet ouvrage-là. Puis de l'écrire à deux, notre imaginaire était bien compatible pour raconter cette histoire-là. Puis c'était un gros plaisir d'écrivain à écrire à quatre mains. Et des fois, on est beaucoup dans notre tête et on s'est rendu compte qu'au Québec, la Comédie dell'arte, les gens connaissent que dalle. Mais bon, ça affecte pas tant l'histoire. Par chance, on peut apprécier quand même. Oui. Mais bon, on était très creux dans notre imaginaire rendu là. Merci, Dominique. Toi, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles présentement que tu aimerais parler au public? Je pourrais en parler, mais il faudrait vous éliminer tous après ça. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'en parler, mais... bon, est-ce qu'on parle de la séance qu'on va faire tantôt? Oui, ben oui. Oui. Tantôt, de 15h à 17h, on va être au Club Liège. Oui, Club Belle-Île, Liège. Ça vous parle? La librairie comme petit bout, là. Oui. On va être là pour une séance de signature. C'est que si vous êtes libre et vous voulez passer nous voir, ça va nous faire plaisir de signer vos copies. Ça va nous faire plaisir. Oui. Puis donc, demain, performance avec l'Idio Chorus ici, de l'autre côté de la scène. Et puis, sinon, de mon côté, il y a le Lac des Cygnes qui est sorti au Québec la semaine dernière. Le Lac des Cygnes, si tout se passe bien, il devrait sortir au mois d'août, finalement, en France et en Belgique et en Europe. Parce que là, il est supposé d'arriver avant. Moi, j'annonçais à tout le monde en octobre, mais là, finalement, ça serait peut-être au mois d'août. Et c'est très intéressant, son Lac des Cygnes, parce que même si c'est une histoire québécoise, parce que c'est un personnage québécois, ça se passe au Japon. Donc, si vous aimez la culture japonaise, c'est une prise d'otage dans un genre de Comic-Con. Un cosplay qui vire mal. Oui, des cosplayers qui ça vire très mal. C'est rare que ça vire bien dans un conte interdit, en fait. Oui, ça vire toujours au cauchemar. Mais c'est ça, c'est que les contes sont devenus assez matures pour qu'on puisse amener les lieux ailleurs dans les contes. Donc là, j'avais proposé à Simon, je disais, hey, j'ai envie d'amener ma délégation du Québec au Japon. Il a dit, vas-y, écris-le. Donc... Et si jamais vous voulez lire qu'est-ce que ça donne des écrivains d'horreur qui font de la romance érotique, on a fait notre collection, une collection qui s'appelle Fantasme, mais c'était un peu ça le projet initial. Ouais. On était dans un salon du livre au Nouveau-Brunswick, dans un Airbnb, 5 auteurs d'horreur, et on se dit, au Québec, on dit, on va faire un pas-game. T'oserais pas faire de la romance érotique. Puis là, on se dit, ben ouais, pourquoi pas? Et ça donne des drôles de choses. Alors, c'est ça, dans la collection Fantasme, il va y avoir 8 romans, là, il y en a 5 de publiés, mais dans la première vague des 5 romans, ce ne sont que des auteurs spécialisés dans l'horreur. Mais il n'y a pas une goutte d'horreur là-dedans. C'est vraiment juste des histoires classiques de romance. Donc, mais écrits par des écrivains d'horreur. Ouais. Donc, vive la littérature. Ouais. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Puis, on espère... continuer la discussion, soit au Club Belle-Île ou que vous veniez nous voir demain au Festival Corps de texte. Merci beaucoup. Merci.